Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda. Madame, Monsieur, bonjour. Un grand bonheur, un grand honneur aussi d'être sur ce plateau d'Héritage Télévision pour ce spécial Forum des héritiers. Nous sommes là aujourd'hui, lundi 30 juin 2025. Alors, jeudi 30 juin 2025, jeudi 30 juin 1960, lundi 30 juin 2025, ça fait 65 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est indépendant. Et aujourd'hui, on se retrouve là donc pour échanger autour de cette indépendance. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, on parlera des accords du 27 juin à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui se sont finalement mis d'accord pour le retour d'une paix durable dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Spécial forum des héritiers sur ce plateau avec moi, Marc Machaka, qui je dis bonjour. Bonjour Léon Magloire, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Héritage Télévision. Et puis bonjour à Esther Diour, l'une des belles figures et des belles voix de Héritage Télévision. Un grand plaisir de vous retrouver, madame, sur ce plateau. Merci, bonjour Léon, bonjour également à tous les téléspectateurs de la télévision à Grande Vision. Alors, tous ces trois présentateurs pour un seul invité, Maître Joseph Mulunda Simba. Bonjour, cher invité, soyez le bienvenu sur ce plateau d'Héritage Télévision. Bien, merci beaucoup. Bonjour Léon Magloire, bonjour à vos confrères et consoeurs qui sont ici sur ce plateau. C'est un honneur pour moi d'être invité aujourd'hui, partager avec vous l'actualité de notre pays en ce grand jour d'indépendance de notre pays. Voilà, je suis honoré et j'en profite pour saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers toute la ville Cupurfer. Ils sont non seulement à travers la ville, mais en République démocratique du Congo et un peu partout en Afrique francophone et même en Europe. Nous saluons tous les Congolais qui peuvent être avec nous en ce moment parce que c'est le grand jour, c'est la fête de l'indépendance. Alors notre invité principal, Maître Joseph Mulunda, vous avez une idée sur son parcours avant que nous puissions passer à l'essentiel de cette émission? Oui, bien sûr. Notre invité du jour, il s'appelle Monsieur Joseph, ou Maître Joseph Mulunda. Alors je vois qu'il a un parcours très remarquable en République démocratique du Congo. Il a occupé des hautes fonctions. Entre autres, je vois ici, il fut ancien conseiller en charge de la logistique du bureau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo de 2021 à 2024. Et puis, ancien agent de la direction générale des recettes du Tanganyika. Et puis, il fut encore ancien agent de la direction du recette de Katanga. Je crois, là, je me suis un peu trompé. Ancien chef d'antenne. Voilà, chef d'antenne à la direction générale des recettes du Tanganyika, toujours dans le Tanganyika, et aussi ancien gouverneur ou candidat à gouverneur du Tanganyika, défenseur judiciaire, pris les tribunaux des grandes instances des Kalemi. Nous sommes toujours dans le Tanganyika. Alors, il y a une question qui me revient quand je regarde votre parcours politique en République démocratique du Congo. Vous étiez ancien candidat gouverneur du Tanganyika. Pouvez-vous un peu nous dire d'une manière brève ce qu'a été cette aventure? Bien, merci beaucoup. C'est une très belle aventure que j'ai connue en 2022. J'étais candidat gouverneur du Tanganyika après la destitution du gouverneur Zoé Kabila, qui a dirigé cette province de main de maître. Il a laissé des vestiges qui, jusqu'aujourd'hui, sont ineffaçables. Après sa destitution, donc, à l'arrivée de l'Union sacrée dans la province, il était important pour nous, en tant que notables de cette province-là, jeunes de cette province, qui a vécu cette période glorieuse, je la considère comme glorieuse, parce que la gouvernance Zoé Kabila reste jusqu'à ce jour inégalée.
Et donc, je m'étais dit qu'il était important de poursuivre cet élan de reconstruction. Pourquoi poursuivre cet élan de reconstruction? Parce que vous avez dit tout à l'heure que j'ai été agent à la direction des recettes du Katanga, la DER4 à l'époque. Je suis d'ailleurs jusqu'à ce jour l'un des premiers huissiers fiscaux de la direction des recettes du Katanga, formé par la province du Katanga. Dans l'histoire du Katanga, c'était la première fois. Et ensuite, j'étais chef d'antenne à la direction des recettes du Tanganyika. Toute cette expérience professionnelle vous a donné une vue globale de la province. Oui, m'a donné une vue panoramique de la province et surtout que j'y suis né. J'y ai grandi, je vis presque, c'est ma seconde ville après Lubumbashi. Je suis tout le temps au Tanganyika que je connais comme le bout de ma poche. Et donc c'est comme ça que je m'étais dit, pour poursuivre cet élan de reconstruction qui venait de naître à la suite de la gouvernance de Zoé Kabila, il fallait un fin connaisseur de la province, quelqu'un qui en maîtrise les enjeux, qui en maîtrise la situation à la fois sociologique, anthropologique et même environnementale, pour que cette province, qui est l'une des provinces les plus merveilleuses de la République, sorte de l'ornière. Et donc c'était ça la motivation. Et j'avais également le soutien de toute la population pratiquement, surtout dans sa frange juvénile. Et donc il fallait que nous puissions relever les défis. Mais bon, je m'étais heurté aux réalités politiques du pays. Et comment ça s'est soldé déjà? Bien, je ne dirais pas par un échec, mais par un apprentissage. J'ai appris et je crois que je poursuis mon chemin avec beaucoup plus de sérénité, d'expertise et d'expérience même. Okay. Voilà. D'accord, merci. Alors, nous sommes en train de célébrer l'indépendance de notre pays, 65 ans aujourd'hui. Nous allons suivre tout de suite l'adresse du chef de l'État à l'occasion donc de ces 65 années de l'indépendance de notre pays. C'est un élément qui peut nous coûter autour de 3 minutes. Et juste après, on revient sur ce plateau tous ensemble pour commenter cette actualité. Suivez. Patriote. Fidèle à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui.
Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà, nous revoici sur ce plateau et on a suivi cet extrait choisi par nos amis de la rédaction. Un petit extrait qui résume tout et j'ai aimé l'assurance avec laquelle le chef de l'État s'est adressé à la nation. Esther Diour, vous avez suivi le chef de l'État et en face de vous, notre invité. Voilà, donc le chef de l'État, Maître Joseph Mulonda, notre invité. Le chef de l'État, dans son discours, il parle des réformes, d'éradiquer la corruption, de l'état des droits et aussi de tout ce projet qu'il porte pour la République démocratique du Congo. Un commentaire face à tout ça, alors que nous assistons à plusieurs scandales de corruption dans ce gouvernement actuel. Mais comment vous commentez par rapport à son discours? Bien. Je vois que la volonté du président de la République, ou du moins ses intentions d'éradiquer la corruption, les détournements, la gabegie et toutes les autres antivaleurs, ces intentions, disais-je, sont à saluer. Je crois que tout Congolais est pris du bon sens, est animé par cette volonté de lutter contre la corruption. Parce que vous savez quand même que la corruption, c'est une gangrène qui tétanise pratiquement le fonctionnement des institutions de notre pays, met en péril l'avenir de nos enfants et ternit quasiment l'image de marque de notre pays. Et donc, je crois que la lutte contre la corruption devrait être le combat de tout le monde. Parce que vrai, les défis jusqu'ici sont encore énormes. Il y a encore un décalage, une décadence entre les intentions maintes fois formulées
et la réalité sur le terrain. Pas plus que tard vous qu'il y a pensez- quelques jours, l'ancien justicier national fait face lui-même à des accusations de corruption, des détournements de fonds publics, ce qui soutient mon point de vue sur le fait que lutter contre la corruption doit être un combat national au lieu que les détournements soient le sport national tel que nous l'observons aujourd'hui. Alors vous parlez de la volonté du chef de l'État. Vous pensez qu'à ce stade où nous sommes en République démocratique du Congo, 65 ans après, la volonté seule suffit? Non, ça ne suffit pas, malheureusement. 65 ans après, non seulement que nous faisons du surplace dans ce domaine-là, mais nous régressons aussi. Je constate en tout cas que nous sommes en train de régresser parce qu'il est anormal qu'un pays comme le nôtre, avec le potentiel que nous avons, toutes les richesses minières qui sont les nôtres et toutes les recettes qui sont générées parce qu'il faut quand même rappeler que notre économie est purement extractive, bien qu'elle est encore jusqu'ici extravertie, mais c'est une économie qui dépend beaucoup plus des extractions minières, de l'exploitation minière. Et donc, toutes les recettes qui sont générées par les mines, le gros, en tout cas je ne voudrais pas ici uniquement pointer du doigt l'actuel régime, mais en 60 ans, le gros de nos recettes a toujours été dilapidé, à la limite détourné. Et donc, la volonté ne suffit pas. Il faut des actions et des actions fortes. Pour lutter contre la corruption, il faut un sacrifice surtout qui doit être incarné par le président de la République. Mais Maître il doit Joseph, incarner un sacrifice. je voudrais vous relancer. La volonté, il y en a parce qu'on a suivi dans ce pays, durant ce même régime, un directeur de cabinet en fonction du chef de l'État être jugé publiquement. Il y a actuellement un procès qu'on attend de l'ancien, on peut l'appeler comme ça, ministre de la Justice, et bien d'autres personnes qui ont été arrêtées puis déférées devant leur juge naturel. N'est-ce pas là une volonté de la part du chef de l'État pour redresser les choses? Pas seulement une volonté, c'est déjà des actions qui vont dans la bonne direction. Parce que qu'on ne se leurre pas, parce que si on se compare à nous-mêmes, eh bien on va penser que c'est déjà bon. Mais il faut se comparer à d'autres pour comprendre que les pas, bon, c'est encore minime certes, mais ça va déjà un tout petit peu dans la bonne direction. Évidemment, mais la lutte contre la faire, corruption doit être un sport national. Il faudrait déjà à partir de nos écoles maternelles qu'on inculque dans nos enfants la lutte contre la nécessité de lutter contre la corruption. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une véritable gangrène qui nous met à genoux, ternit l'image de notre pays et hypothèque notre avenir. Si tout l'argent qui est dans les circuits obscurs, qui est détourné à gauche à droite, était canalisé correctement, je crois qu'aujourd'hui, on aurait ne serait-ce qu'un métro dans le Katanga ici. Pourquoi pas? On n'a pas droit au métro. Nous avons droit non seulement au métro, aussi aux bonnes routes. Nous avons droit à l'eau, à l'électricité. Moi, j'ai des enfants qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais vu une seule ampoule dans ma maison. Parce que je n'ai pas de courant, madame. Je n'ai pas de courant chez moi. Ça, c'est chez vous à la maison? Chez moi, à la maison, je n'ai pas de courant. Je suis dans un quartier perdu de la ville de Lubumbashi qui n'a pas de courant, malheureusement. Et mes enfants ont droit au courant, madame. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Bien que je ne sois pas venu ici parler de moi, mais c'est juste un exemple pour montrer que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, elle est tributaire de cet état des choses, de la corruption. C'est parce que notre pays est encore classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Nous sommes encore dans un pays le plus corrompu. Donc il faudrait que, à la volonté du chef de l'État, nous puissions lier des actions et des actions fortes pour que les corrompus et les corrupteurs ne soient pas en liberté, qu'ils ne soient pas en cravate, comme mon ami Léon Magloire Munga, mais qu'ils soient plutôt en prison. En cravate, pas corrupteur comme lui, j'ai dit en cravate. Comme... Voilà. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes dans l'ambiance de fête. Évidemment, Maître Joseph Mulunda est en train de peindre un tableau sombre de la situation politique, économique de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais n'oublions pas quand même que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer notre souveraineté nationale et nous sommes libres de partout où les Congolais sont en train de nous suivre, qu'ils sachent qu'aujourd'hui c'est d'abord la fête. Malgré que nous soyons sur ce plateau en train de décortiquer et de toucher par-ci par-là pour voir où est-ce que ça marche, où est-ce que ça n'a pas marché. Bon, alors, mais moi je ne fête pas
parce que je suis un peu comme en Allemagne. Je ne sais pas si c'est cette Allemagne que le chef de l'État nous avait promis. On est pratiquement dans 2 pays aujourd'hui. Maître Joseph, je dois rappeler que vous êtes au cadre de Congo Espoir, un parti membre de l'Union Sacrée. Le détail est important. Et il est très important. Très important, j'en suis chargé de communication. Mais ce n'est pas cette Allemagne qu'on nous a promise. Aujourd'hui, on est là en train... Je voulais tout simplement dire que j'ai plutôt un goût amer de cette indépendance que nous fêtons aujourd'hui, parce que nous avons des compatriotes qui sont à l'est du pays, qui sont sous le joug de l'occupation, soi-disant rwandaise. Et nous qui sommes ici, eh bien, il y a un mur qui nous sépare. Et moi, j'aurais bien voulu que nous puissions, ensemble avec nos compatriotes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru et de Bunagana, fêter cet anniversaire d'indépendance de notre pays sous cette bannière commune, sous ces drapeaux communs. Mais malheureusement, il s'est fait qu'aujourd'hui, il y a cette partie qui est sous l'emprise de l'ennemi. Et donc, je ne peux pas fêter tant que le pays traverse une telle tempête. Je crois que c'est que nous devons... On peut au moins célébrer. Bon, amèrement, cette fois-là. Nous célébrons amèrement parce que nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que le pays soit à nouveau réunifié comme il était en 2001, et de sorte que nous puissions et même en 2018 ici, ensemble. le pays était réunifié en 2018, oui. Il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Alors sur ce plateau, il n'y a pas que Esther Diour, il y a aussi Bark Machaka que les téléspectateurs ont vu, continuent à voir. Voilà. Alors politiquement, on reste sur les 65 années de l'indépendance. Selon vous, satisfait-il tout? Il y a encore des choses à faire parce que on a quand même vécu à 5 cycles électoraux. Ouais. Alors, comme nous avons un haut cadre de l'Union Sacrée, je crois que toutes les questions auront des bonnes réponses. Alors, sur le plan politique, 65 ans d'indépendance aujourd'hui, nous voulons un peu parler des cycles électoraux. Est-ce qu'il y a-t-il de l'avancée ou bien nous sommes toujours en train de marcher sur la même place, en train de retourner toujours, ou on est en train de reculer? Bon, j'ai dit ici que si on se compare à nous-mêmes, on peut considérer qu'il y a une avancée. Mais si on se compare à d'autres, parce qu'on n'est pas en vase clos, nous sommes un pays ouvert à une coopération, on a des voisins à gauche, à droite, il y a un certain mimétisme qu'il faut faire, une certaine comparaison en termes de consolidation de la démocratie par rapport à d'autres. Mais je voudrais d'abord faire ici une comparaison interne par rapport à 60 à aujourd'hui 2025. Je peux dire que démocratiquement, nous avons évolué. Nous avons fait un bond important qui a atteint son point d'orgue en 2019 avec la première alternance pacifique intervenue au sommet de l'État entre un président entrant et un président sortant, tous deux vivants. Je crois que c'est une incise qui faille ou qui vaut son pesant d'or. Nous avons connu un pays qui n'avait pas cette réalité-là. Dans le jargon, dans le dictionnaire congolais, il n'y avait pas ce verbe alterné au sommet de l'État. C'était des coups d'État, c'était une espèce de catapultage au sommet de l'État entre, je vois, Kasavubu et Lumumba qui ont fait ces jeux de ping-pong. Et Mobutu après, Mobutu en a tiré profit, hein, parce qu'il faut aussi rappeler que dans cette réalité-là, il y a un certain Moïse Tshombe qui était très populaire. Ici, il y avait élection en ce moment-là, c'est lui qui passerait président de la République, après Kasavubu. Mais cet élan démocratique a été interrompu par le coup de force perpétré par Mobutu, le maréchal Mobutu, de triste mémoire. Et après, bon, il y a eu un règne sans partage de 32 ans. Ça nous a pris 32 ans, sans élection, sans démocratie, sans un régime pratiquement totalitaire. Et après, Laurent Désiré Kabila est arrivé, avec des Kalachnikov, Kadogo dans sa suite, pour renverser ces régimes qui n'avaient que trop duré. Alors celui-là a bénéficié du soutien populaire parce que le peuple en avait marre. Il était exaspéré de vivre ces régimes totalitaires, de vivre cette dictature atroce et de vivre ce musellement de liberté. La parole n'était pas libre. Et donc Mzee est venu nous libérer de ce joug dictatorial imposé par Mobutu. Bon, malheureusement, 3 ans, la parenthèse Mzee n'a pas
durer. Il a été supprimé de la manière la plus brutale. Et cela a ouvert la voie à son fils, Joseph Kabila, qui est arrivé au pouvoir en 2001 et qui nous a remis, n'est-ce pas, ce goût démocratique. Parce que je crois que les mérites de Joseph Kabila, c'est d'avoir non seulement unifié le pays, pacifié le pays, procédé à des concessions qui étaient inimaginables. Parce que rappelez-vous, on a connu 1+4. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Joseph Kabila a concédé à cela. Je ne suis pas venu parler de lui ici, mais c'est l'histoire de notre pays. On est obligé, on ne peut pas arracher ces pages. Et c'est l'occasion d'en parler. Oui, il faudrait qu'on en parle. Joseph Kabila a concédé face à ses antagonistes, Jean-Pierre Bemba, Azarias Rouberois et feu Arthur Zaïdi Ngoma, qui sont devenus vice-président de la République. Le pays a été unifié et le peuple a été convié pour la première fois aux élections libres, transparentes et démocratiques en 2006 pour se choisir librement ses dirigeants. Et donc cet élan démocratique qui est parti certainement de la conférence nationale souveraine de 1990, qui a été cristallisé avec l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, s'est poursuivi jusqu'en 2019 avec la première alternance dont l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier bénéficiaire. Et donc ce cheminement, bien que jalonné des ronces et d'épines, n'a pas été facile. C'est un cheminement difficile, mais qui allait dans la bonne direction. Cette nation au cœur d'Afrique consolidait sa démocratie. Il a installé ses institutions. Rappelez-vous que c'est Joseph Kabila qui nous a installé la Cour constitutionnelle. Nous sommes partis de l'architecture la plus basse jusqu'au sommet de la pyramide, avec paix à son âme, Benoît Luamba comme premier président de la Cour constitutionnelle. Donc, cet élan démocratique, je dirais que c'est une avancée en 65 ans d'indépendance, bien que ça ne soit pas suffisant, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir en termes de la transparence électorale. Nous avons connu des élections ici, les plus récentes sont celles de 2023, moi-même j'étais candidat à Congolo, dans mon fief. Je peux dire qu'il y a eu à boire et à manger dans ces élections-là. C'est encore du chemin à parcourir, mais nous sommes dans la bonne direction. Maître Joseph Mulunda, je sens que vous êtes un tout petit peu satisfait, mais moi je pense que, contrairement à certains pays africains, allons par exemple au Cameroun, où ça fait plus de 40 ans qu'une seule tête règne au pays. Parmi nos voisins, on citera par exemple le Congo-Brazza, il y a le Rwanda où c'est un seul maître à bord. Et donc, politiquement, durant les 65 ans, notre pays a quand même connu une avancée et cela doit quand même nous faire du bien. Bien sûr, aux côtés des mauvais exemples que vous citez, n'oubliez pas le Ghana. Il y a le Ghana qui est un exemple de démocratie. Il y a l'Éthiopie. Il y a la Namibie, n'est-ce pas? Il y a le Nigeria. Où ça tourne? Il y a beaucoup de pays. Il y a la Zambie ici, à côté de nous. Il y a la Zambie. Donc, aux côtés de l'Ouganda, du Rwanda, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Gabon, il y a le Ghana, il y a la Namibie, il y a l'Éthiopie, il y a la Zambie, il y a énormément, il y a beaucoup de pays. Mais on retiendra, Maître Joseph, quand même que l'exemple congolais est le moins bon. Il n'y a pas l'eau qui... C'est quand même... On va essayer d'être positif. Donc, voilà. Notre pays. Moi, je vois le verre à moitié. Ma question était de savoir si... c'est le fait qu'il y ait alternance politique, c'est le fait qu'on marche vers la démocratie qui fait que le pays se développe. Parce que, il faut le dire, on peut changer autant de têtes, on peut avoir autant de cycles électoraux en République démocratique du Congo, mais si sur le plan social, si sur le plan de la population, rien ne change, rien n'est construit, on ne considère pas ça comme une avancée. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de voir notre population vivre normalement. Vous parlez aujourd'hui que chez vous, à la maison, vous n'avez pas d'ampoule parce qu'il n'y a pas de courant, mais nous avons quand même vécu l'alternance politique. Tout à fait. Madame, le social et la démocratie, je dirais que c'est comment ça s'appelle? Ils sont liés, entrelacés. La démocratie, ici nous parlons des élections, le choix des dirigeants, parce qu'il faut savoir que le choix des dirigeants est fait en fonction
du projet de société que ceux-ci présentent à la population. Il est fait en fonction du profil de ceux qui sont appelés à présider à la destinée des institutions, de la base jusqu'au sommet. Il est fait en fonction aussi de la maîtrise des enjeux tant nationaux qu'internationaux. Et donc, si déjà à ce niveau, le choix n'est pas bien fait, s'il y a ce désordre artistique au niveau de la démocratie, au niveau de la gestion du pays, eh bien, le social en souffre. Il en souffre éperdument. Et donc, pour que le social n'en souffre pas, il faudrait absolument qu'il y ait des animateurs qui soient enclins vers ces sociales-là, mais qui en aient les compétences, qu'ils aient le profil requis, le profil nécessaire. C'est peut-être la question que vous voulez évoquer. Nous avons encore ce problème de choix, parce que nos choix sont encore anthropologiques, généralement, dans la plupart des cas. Nous choisissons les gens en fonction de nos tribus, en fonction de nos acquaintances sociales, en fonction de nos affinités amicales, en fonction, n'est-ce pas, de notre camaraderie politique. Mais on ne choisit pas encore en fonction du profil. On va en rester aux 5 cycles électoraux. Oui. Est-ce que les différents présidents de la République qui se sont succédés ont été réellement le choix du peuple? Ben, je ne voudrais pas revenir sur ce qui est déjà bouclé en républicain. Dès lors que quelqu'un est élu, qu'il est proclamé élu par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, la démocratie voudrait que l'on s'incline. Mais dans ce même pays, on a vu un ancien président de la CENI se contredire. Il revient pour dire, bon, c'était pas ça que j'avais avancé, c'était plutôt autre chose. Bon, en ce moment-là, il est dans une démarche extra-républicaine. En républicain, quand il y a des élections qui sont organisées, il y a des voies de recours qui sont prévues, il y a des voies de contestation qui sont prévues. Dès lors que tout cela est vidé, eh bien, le seul choix qui reste, c'est de s'incliner. Mais un président de la CENI reste quand même la bouche autorisée. Et c'est ce même monsieur qui vient annoncer la victoire de tel candidat et quelques temps après, il revient pour dire que ce n'était pas lui. Ben, alors en ce moment-là, il se rend coupable non seulement de la volonté dolosive, mais aussi de complicité. Il se rend coupable de complicité. Si lui, qui était censé dire la vérité des urnes, avait tripatouillé ses résultats pour donner vainqueur un autre qui par la suite, parce que il faudrait que je rappelle le cheminement chez nous par rapport à la loi, ce que dit la loi quand il y a des élections. La CENI proclame des résultats provisoires. Ces résultats doivent être soit infirmés, soit confirmés par la haute cour constitutionnelle. Et je rappelle que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont non seulement d'exécution immédiate, mais ils ne doivent faire l'objet d'aucune interprétation particulière. Ils sont imposables à tous, y compris à celui dont vous parlez, au président de la CENI. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont imposables à lui. Et donc, dès lors que lui a fait la proclamation provisoire, il s'est dessaisi de ces résultats, il n'en a plus contrôle. Il doit attendre, comme tous les autres citoyens, y compris comme les candidats, le prononcé de la Cour constitutionnelle. Donc si la Cour constitutionnelle confirme les résultats provisoires qu'elle lui aurait rendus, eh bien en ce moment-là, il se tait. Ce n'est plus sa décision à lui, c'est la décision de la Haute Cour. Et la Haute Cour, il faut rappeler qu'elle a été instituée par la constitution du pays, laquelle a été votée par le peuple au référendum. Donc, c'est le peuple qui s'exprime de manière indirecte. Voilà. Et moi, je ne voudrais pas ici, en tant que peuple, me dédire. Voilà, alors, maître, j'ai une question. Vous avez classé l'alternance politique sur la liste des avancées, 65 ans après l'indépendance. Alors, d'après ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous êtes au courant que le président sortant n'est pas avec nous. N'est pas, bon, s'il est au pays, bien sûr, mais c'est comme qu'il ne partage pas le même avis avec son successeur. Alors, comment est-ce que vous allez classer l'alternance, cette alternance-là, parmi les avancées de la République démocratique du Congo, aussi longtemps que nous sommes en train de vivre d'autres réalités sur le terrain? Par exemple, on ne sait pas, il y a eu des accords qui se sont... c'est le deuxième sujet, voilà. On va y revenir. Non, je parle d'abord de l'alternance. Bon, le maître peut nous expliquer comment on peut parler de ça comme étant
avancée. Voilà. 65 bon, ans après l'indépendance. C'est une avancée, mais il y a des détails. Ouais. Ça, c'est un détail qui n'annule pas le fait que notre pays, parce que je ne sais pas si vous voulez réduire toute la vie démocratique de notre pays à des simples, je ne dirais pas simples, mais à des individus. À des Parce que conflits d'intérêts. Vous parlez Conflits quand même d'intérêts. d'un ancien président de la République, je ne l'appellerai pas simple individu. C'est quand même un ancien président. Ouais. Mais ça reste un citoyen. Ouais. Parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Chef d'État, ancien président soit-il. Nous sommes tous égaux devant la loi de la République démocratique du Congo qu'il a promulguée. Il faut rappeler que cette constitution, c'est lui qui l'a promulguée. Je dirais même grâce à lui que nous l'avons adoptée. Parce que en 2005, il est parmi les gens qui ont mouillé le maillot pour faire adopter cette constitution par le peuple congolais. Et donc, c'est vrai, il y a une volonté de galvauder un tout petit peu cet héritage qu'il a légué aux générations présentes et futures. Parce que c'est quand même pas rien qu'on ait aujourd'hui, dans ce pays, un ancien président de la République vivant. Mon avis, en tant que citoyen, j'aurais bien voulu Bien qu'il qu'il soit soit fugitif, Voilà. bon, il est en cavale, hein, il faut le reconnaître. libre à vous. Bon, il est quand même vivant. Il est quand même en vie là où il est. Sur les Et territoires avec congolais. plusieurs accusations. C'est sur les territoires congolais. Plusieurs accusations qui pèsent sur Qui lui. pèsent Bien sur lui. sûr. Ben, si moi je n'entre pas dans ce dossier, parce que c'est un dossier certainement en justice. Nous avons vu tous l'auditeur supérieur près la cour militaire, la haute cour militaire, demander au Sénat la levée de ses immunités pour qu'il soit poursuivi d'un certain nombre de griefs qui lui sont reprochés. Mais ça, je crois que ce n'est pas l'ordre du jour. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ces eaux profondes. D'accord. Mais bon, moi je note tout simplement qu'il y a de part et d'autre une volonté manifeste de galvauder cet héritage commun que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila devraient consolider pour léguer aux générations futures un Congo réconcilié. Parce que ce sont ces deux grands acteurs de notre pays sur les épaules desquels repose la responsabilité de consolider l'unité nationale, la paix. Oui, Esther, voulez-vous Et donc, relancer? vous êtes de cet avis où la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo ne devrait pas avancer pour reverser le pouvoir en place? Mais bien sûr, en républicain, je ne peux pas vouloir que la rébellion renverse des institutions légalement établies, madame. En ce moment-là, on est anarchique. On n'est pas dans une anarchie. Nous sommes républicains. En républicain, toutes les questions, même celles qui fâchent, ont des réponses dans le cadre des institutions, dans le cadre démocratique. Et donc on ne peut pas encourager une rébellion, une prise de force. Non, la Constitution, à l'article 64, proscrit toute tentative de renversement d'un régime démocratique. C'est constitutif d'une infraction de haute trahison imprescriptible devant la loi. Voilà, merci. Maître Joseph Mulunda, merci de nous avoir fait l'amitié d'être là aujourd'hui sur ce plateau spécial forum des héritiers. On a suffisamment échangé en rapport avec l'indépendance politique de manière succincte. Politiquement, 65 ans après, nous avons évolué ou nous avons régressé après tout ce que vous venez d'avancer comme argument. Avant de passer à l'autre volet de l'indépendance. Je ne dirais pas que nous avons évolué ou régressé, mais nous faisons un peu du surplace. Mais avec une tendance évolutive. Si chacun met un peu d'eau dans son vin, je crois que nous allons beaucoup plus évoluer à grande vitesse. Voilà. Et à l'inverse, quels sont les défis face auxquels la République démocratique du Congo fait face actuellement, passez-moi la tautologie, que nous devons relever à l'avenir? La tentation d'individualiser le pouvoir, c'est un grand défi. Il faudrait que les institutions soient plus fortes que les individus. Il faudrait que les animateurs n'aient pas peur d'après le pouvoir. Il faudrait que nous soyons dans un environnement qui garantisse pas l'impunité, tout en ayant à l'esprit la nécessité, le besoin de réprimer les infractions qui sont commises pendant l'exercice du pouvoir,
Mais il faudrait quand même que l'on garantisse l'après-pouvoir. Parce que ce qui fait que les gens se cristallisent au pouvoir, c'est cette incertitude du lendemain. C'est cette peur d'après. Les gens Comme se c'est disent, nous sommes en train de vivre actuellement Mais avec est-ce que l'ancien chef cette de peur l'État. n'est pas liée à leur conscience, le fait de l'avoir pas bien géré? Parce que si on a bien géré, on est sûr que il est lié à nous beaucoup ne serons pas il est lié à beaucoup inquiétés. d'éléments. Il est lié à beaucoup d'éléments. À des relents revanchards. Il est lié à la mauvaise gouvernance aussi. Il est lié aussi au règlement de compte. Parce que quand on est au pouvoir, on doit s'éviter au maximum de verser dans l'arbitraire. Parce que c'est l'arbitraire qui crée cette incertitude. Mais si on reste dans le cadre de la loi, on laisse les institutions régler des questions qui sont liées à la gouvernance de la société, eh bien on n'aura pas de problème. Parce qu'on va se dire, la loi est impersonnelle. Ce n'est pas moi qui vous ai poursuivi. C'est plutôt la loi qui vous a peut-être poursuivi, qui vous a peut-être arrêté, qui vous a peut-être arraché ceci ou cela, qui vous étiez en marge de la loi. Et donc il faudrait un véritable respect de loi, un véritable état de droit. Ça reste un défi à relever. Nous devons véritablement bâtir un État qui garantisse, n'est-ce pas, les libertés, les droits à tous les citoyens de tous les bords, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile. Eh bien, chacun de nous doit se sentir libre de vivre dans son pays. Et quand il est interpellé, eh bien, ça doit être de manière la plus objective possible. Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Et ça crée beaucoup de frustrations qui finissent par engendrer des rancunes. Oui, des rancunes et les règlements de rancunes, compte. voilà, Et les règlements de compte. débouchent sur la prise d'armes. Alors merci Maître Joseph Mulunda. Nous avons mis un point final sur l'aspect ou le volet politique pour les 65 années de l'indépendance. Alors on va prendre le volet économique parce qu'aujourd'hui notre pays est réputé comme étant celui qui est le plus riche avec toutes les richesses du monde, mais ceci contraste avec la misère indescriptible dans laquelle vit notre population. Est-ce que 65 ans après, nous sommes économiquement indépendants? Je crois que si la régie peut nous prendre une transition. Et puis, tout de suite après, avec la même équipe et notre invité principal, Maître Joseph Mulunda, on va revenir sur le volet politique. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Asore